Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode d'Insiders. Et pour l'épisode de cette semaine, on a un invité de marque, Monsieur Kevin Mirallas. Salut Kevin. Salut à tous. Salut. Et on m'accompagne aujourd'hui, Nordine Jbari. Franchement, qu'est-ce qu'on dit? On dit ancien joueur, on dit consultant Eleven Dazo. Un vieux. Tout ça quoi. Qui a pris sa retraite il y a combien de temps? 17-18 ans. 17-18 ans. 17-18 ans, ça passe vite. Ça passe très vite, mais on a un jeune retraité ici avec nous. Déjà, Kevin, comment tu vas? Très bien, très bien, merci. Tout va bien. Ça fait bizarre de dire retraité, mais on s'y habitue à force. Et c'était début septembre, donc c'est vraiment hyper récemment. Ouais, c'était récemment. Après, dans ma tête, je savais déjà depuis 2-3 mois avant que j'allais arrêter, mais j'attendais juste de l'annoncer calmement. Comment tu le savais? Par rapport à mon genou, l'année dernière, j'avais souvent mal à mon genou. Dernier match championnat, je me suis blessé. Je savais le problème que j'avais, que je devais me faire opérer, enlever un bout de ménisque, nettoyer le cartilage. Et pour faire une année supplémentaire à avoir mal et souffrir, je préférais arrêter maintenant. Ouais. Et il était temps de passer à autre chose. De toute façon, c'était que reporter l'échéance. Et voilà, il y a d'autres choses dans la vie. C'était une belle carrière, j'ai profité, j'ai bien aimé. Et voilà, il y a une autre vie après le football. Bon, je reste dans le football, mais c'est totalement différent. Et voilà. Et justement, quel est ton quotidien aujourd'hui? Tu disais que tu voulais profiter de ta famille aussi. Je profite. C'est vrai que j'ai des journées chargées, mais je profite. Je peux aller les chercher à l'école, les amener, aller voir mon fils jouer tous les week-ends. C'est des choses que je ne pouvais pas faire avant et maintenant que je peux faire. Ça reste dans le milieu du foot, mais c'est des petits détails que les gens ne voient pas au quotidien, mais que maintenant je peux faire. C'était important pour toi de rester dans le foot? C'était important pour moi parce que c'est la chose que je maîtrise le plus, que j'aime le plus et où j'avais aussi les meilleures opportunités pour faire une après-carrière. Donc, beaucoup de joueurs, des fois, attendent. Oui. Mais moi, le train, il est passé. J'ai voulu sauter dedans. Et voilà, c'est une nouvelle aventure qui commence. On va préciser, tu es directeur technique à Lost. Oui. Comment ça s'est fait? Explique-nous un petit peu. En fait, ils ont été repris par des dirigeants turcs et que je connaissais de mon passage en Turquie. Et de là, le contact s'est fait. Puis je me suis dit, c'est une facette que j'aime bien, que j'ai envie d'apprendre. C'est ce que je voulais faire. Et je me suis dit, dans la division inférieure, je vais faire des erreurs, mais ça va moins se voir, on va ça va apprendre, voilà, en fait. Aujourd'hui, on voit tout. Moins de pression. Et je vais apprendre le métier parce que c'est tout à fait différent. Et ça me permettait aussi de travailler dans un endroit qui n'est pas très loin de chez moi aussi, dans un nouvel environnement. Mais voilà, je me rends compte qu'il y a des choses qui sont top chaque jour, des choses un peu moins. Je vois l'envers du décor aussi, de quand on est joueur, on ne voit pas. Mais voilà, on apprend. Et comme quoi? Mais comme quoi, ouais. La relation avec les agents. Moi, j'ai toujours eu des agents durant ma carrière. Maintenant, j'en ai plus. Mais je vois que les négociations, c'est compliqué. Des agents travaillent très bien, d'autres, c'est très compliqué. Et puis, j'ai raté des transferts pour des agents qui demandent plus de commissions que de salaire pour le joueur. Et c'est tout l'envers du décor qu'on ne voit pas quand on est joueur, qu'on ne sait pas. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident. Ouais. C'était ça ma question pour continuer par rapport à Séverine. Quand on est joueur de foot, on s'occupe que de soi-même. Oui. Ici, maintenant, quand tu es directeur sportif, c'est tout à fait différent. Je m'occupe des autres, on va dire. Ouais. Je dois gérer le staff, je dois gérer les joueurs, tout ce qui se passe un peu aux alentours. Regardez si Jardinier est bien passé. C'est des bêtises, mais que quand on est joueur, on ne se rend pas compte. Nous, on pense qu'à soi-même, d'aller à l'entraînement, de se reposer, d'être focus sur soi. Et en fait, quand tu es dans une dynamique comme je suis, voilà, je me rends compte que j'ai énormément de travail. C'est chouette parce que ça reste du football, mais on se rend compte que voilà, mon téléphone, il sonne tout le temps, à n'importe quelle heure. Donc, c'est pas toujours évident à gérer, mais bon, voilà, ça va. Tu le dis que c'est un nouveau métier, mais comment tu l'apprends au quotidien? Parce que c'est une transition entre joueur de foot et le poste que tu as actuellement, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça a été rapide. Ça a été rapide, c'est ce que je voulais faire, parce que j'ai toujours aimé ça, le relationnel, négocier, plein de choses. Et c'est vrai que ça arrivait vite. Je ne pensais pas que ça allait arriver si vite. Il y a d'autres possibilités qui sont arrivées, mais je pensais que c'était la meilleure pour moi. Et comme quoi, qu'est-ce qui est arrivé j'ai eu proposition des coachs des attaquants. Au Standard. On a tous eu ça. Après, c'était ce que je voulais faire aussi. Mais voilà, sur le long terme, c'est pas facile parce qu'il y a des coachs qui travaillent pas avec les coachs des attaquants. D'autres n'en veulent pas. Donc il faut s'entendre avec le staff. Voilà, il faut s'entendre avec le staff. Et puis, cette fonction de directeur sportif est arrivée où je connaissais déjà les dirigeants. Donc, pour moi, c'était plus facile. Et aussi, ça me permettait aussi d'apprendre quelque chose de tout à fait nouveau. Oui, moi, je voulais savoir aussi ton impact, parce que bon, tu n'es pas n'importe qui, tu es un ancien international, tu as fait les Coupes du Monde, tu arrives comme directeur sportif à Alost.
comment ça se passe avec les joueurs, comment ça se passe avec les supporters. Il y a quelque chose quand même. Les supporters, c'est super bien passé. Je pense qu'ils étaient vraiment contents d'avoir une personne, on va dire, entre guillemets, avec un nom qui est arrivé à Lost. Bien sûr. Pour changer les choses. Donc, ils étaient très contents, surpris de mon arrivée. Et les joueurs, c'était vraiment bizarre pour eux au départ. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'il est venu faire et pour moi aussi, parce que voilà, j'ai découvert aussi le monde amateur, et, qui était une grande surprise pour moi, des bonnes et des moins bonnes. Bien sûr. L'état des conditions des terrains, toutes les choses, les vestiaires. L'infrastructure. Mais voilà, on apprend, on se rend compte que plus bas aussi, il y a des gens qui travaillent très bien aussi, qui font des très bonnes choses. Donc, j'ai pas eu trop de choses à restructurer, on va dire. Mais grâce aussi à mon arrivée, j'ai pu apporter pas mal de choses au niveau aussi de l'effectif. On a ramené pas mal de joueurs pro. La première touche que tu as faite quand tu es arrivé? Direct, c'est que j'ai changé un peu l'effectif, où l'ambition, c'était de monter directement. Donc, j'ai dit, avec cet effectif-là, ça va être compliqué. Donc, directement, avec le président, on a eu une grosse réunion au niveau du budget. Il m'a donné une enveloppe et j'ai ramené 10 joueurs pro. Alors, on a fait un gros investissement. Pour l'instant, ça paye, mais une saison, c'est long. Surtout qu'on a 10 blessés. Là, actuellement. Pour l'instant, on est premier, mais on a 10 blessés, donc tu les remplaces pas comme ça. C'est pour ça que les 3-4 derniers matchs, c'était plus difficile. Mais ça a été l'impact, c'est de vouloir directement améliorer le noyau d'effectifs. Et tout doucement, maintenant, j'essaye d'améliorer ce qu'il y a autour, professionnaliser le club. C'est pas évident. Ça va pas aussi vite que j'aimerais. Ça va pas aussi vite que ce que j'ai toujours connu, mais j'en étais conscient. Je le savais dès le départ. Donc, je dois être patient, on va dire. Et là, quelles sont les attentes? Parce que tu disais qu'ils voulaient directement monter, etc. Dans les 4 ans, c'est d'être en D1B. Okay. C'est l'objectif principal que le président veut, qui m'a fixé aussi. Après, bon, c'est vrai que quand tu es dirigeant, tu joues pas. Donc, c'est un peu frustrant le week-end. J'ai envie de dire, allez, fais ci, joue. Mais voilà, je joue plus. C'est l'objectif qu'on s'est fixé, qui est réalisable. Mais c'est pas évident. En quoi ta carrière de footballeur est un plus dans ce type de métier? Tu vois déjà en quoi ça peut aider? Déjà, pour négocier un peu les contrats, le fait d'avoir voyagé beaucoup, d'avoir vu des choses incroyables et un peu moins belles, on va dire, ça te permet d'emmagasiner beaucoup d'expérience. Et c'est vrai que quand tu arrives dans un niveau amateur, tu vois des choses que normalement tu ne dois pas voir. Mais moi, je suis habitué, ça ne me dérange pas. J'ai vu tant de choses dans ma carrière, donc des belles et des moins bonnes, comme je l'ai dit. Après, quand tu acceptes de toute façon de redescendre un peu, tu es obligé de... Ouais, tu es obligé, tu le sais. Après, comme je l'ai dit, je le savais. Qu'il y a des choses qui étaient un peu farfelues, un peu folles, mais ça fait partie du quotidien. Et c'est comme ça, quoi. Et tu arrives à prendre des décisions fortes, parce que c'est un autre rôle, quoi. L'approche le plus dur, différente. Ça a été ma première semaine, j'ai dû limoger le coach pour des raisons extra-sportives. Donc ça a été émotionnellement. Ma femme m'a vu, elle m'a dit, t'es bizarre. Je dis, franchement, ça m'a pesé. Mais oui. Parce que c'est la première fois que je dois mettre quelqu'un dehors. Hormis le football, on le sait que ça doit se passer, ça doit arriver. Mais parce qu'il y a un côté humain aussi. Voilà, il y a une vie derrière. Et donc, limoger 2 coachs, le T1 et le T2, ça n'a pas été simple émotionnellement. Ça fait partie du foot, mais c'est ça qui m'a le plus marqué ma première semaine, on va dire. Tu disais que tu vois des choses maintenant qu'en tant que footballeur, tu ne voyais pas. Est-ce que tu as envie d'expliquer aux footballeurs comment ça se passe, de plus les accompagner? Est-ce que tu penses que c'est important? C'est vrai que dans mon groupe, j'ai eu la chance qu'il y a pas mal de joueurs j'ai signé qui n'avaient pas d'agent. Donc, ça a été plus facile d'avoir un rapport direct avec le joueur. Mais c'est vrai, maintenant, avec mon fils ou des joueurs avec qui j'ai toujours contact, qui n'ont pas d'agent ou qui ont des agents, je leur explique un peu l'envers du décor qu'on ne voit pas. Après, on est conscient, on sait que, comme dans tout, il y a des gens qui travaillent très bien, d'autres un peu moins bien. Mais le milieu du foot est vraiment... C'est pas évident, c'est vraiment pas facile. Beaucoup de gens ne le sachent pas, mais à l'intérieur, il se passe des choses vraiment étranges, noires. Et c'est vrai qu'on n'est pas toujours au courant, mais par moment, quand on finit notre carrière, il y a des joueurs qui finissent très mal parce qu'ils ont mal été conseillés et c'est quand même dommage. Donc, tu les conseilles un peu déjà? J'essaie de les conseiller, de les accompagner, que ce soit au niveau financier. Je pense que voilà, tu le sais mieux que moi, tu es plus âgé que moi, tu étais dans le milieu avant moi. Tu sais comment ça se passe. On est préparé à jouer au niveau professionnel, mais on n'est pas préparé à gérer notre argent. Exact. Comment gérer l'émotionnel, comment gérer l'aspect familial. C'est pas évident et on n'est toujours pas préparé. On est en 2023. Et pour être honnête, on est des assistés en fait. Mais voilà. Oui, mais non, mais bon, lui, c'est ça encore mieux que moi parce qu'il a joué dans des clubs beaucoup plus grands que moi. On est dans une bulle. Toute sa carrière, on est dans une bulle, donc on est des assistés. Et puis, quand on arrête, parfois, c'est difficile. Mais comment ça se fait que les joueurs ne sont pas accompagnés? Comme tu disais, on est en 2023, on sait qu'il y a tous ces problèmes-là.
Pourquoi les joueurs ne sont pas plus accompagnés? Je pense déjà ça devrait être dans la brochure du centre de formation, déjà d'accompagner les joueurs émotionnellement, déjà quand tu as 16-17 ans, tu joues devant plein de milliers de personnes et que directement les réseaux sociaux qu'il n'y avait pas avant, qu'il y a maintenant, qui sont peut-être bien pour certains et moins bien pour d'autres. Le fait de gagner énormément d'argent d'un coup, quand tu as 17-18 ans, c'est pas facile à gérer. Surtout que la plupart des joueurs de foot viennent d'un milieu pas forcément aisé. C'est vrai. Il faut le dire aussi, parce que les gens pensent qu'on est tous nés riches. Donc, la plupart viennent d'un milieu difficile. Et donc, parfois, gagner de l'argent très vite, c'est compliqué. C'est pas évident. Il y a l'aspect de la famille, où il y a des familles qui sont très bien entourées, d'autres très, très mal. Donc, c'est pas évident à gérer. Quand tu es un joueur de 17-18 ans, gérer tout ça d'un coup, c'est très difficile. Et je pense que les clubs devraient travailler là-dessus. Maintenant, on en parle quand même souvent dans tous les interviews d'Insiders où chacun dit la même chose que toi, c'est dès le plus jeune âge, dès le centre de formation, et personne ne le fait, quoi. Le problème, c'est que, pour être honnête, tu as joué en France, il n'y a pas vraiment de centre de formation ici. Non. En Belgique, ça, c'est le problème. Non, ça, c'est vrai. Et en France, ils sont vraiment bien encadrés, ils sont tous les jours ensemble. Il y a l'école, il y a des cours d'école. Si tu réussis pas tes études, ou en tout cas les cours qu'ils donnent, tu peux être en difficulté dans le côté sportif. Et moi, j'ai toujours dit ça. Alors, on ne doit pas faire des centres de formation comme en France parce qu'il faut s'adapter à la Belgique. Mais moi, je me rappelle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ça m'est déjà arrivé à l'époque, avant un entraînement, d'aller manger un hamburger. Donc, c'est pas possible. J'en rigole aujourd'hui, mais c'est pas possible de faire ça. Et ça, peut-être, il faudrait trouver des solutions pour évoluer dans ce domaine-là. Chaque semaine, on demande, pour chaque épisode, on demande aux abonnés Eleven Days Zone de poser des questions. Il y a une des questions qui te demandait, est-ce que tu as l'objectif d'être coach un jour? Non. Non? Non. Ah ouais, c'est un non catégorique. Oui. Pourquoi? J'aime pas. Ah ouais? J'aime pas, premièrement parce que c'est encore une vie complètement chamboulée, avec encore moins de temps. Moins de temps pour la famille, tu bosses beaucoup plus que quand tu es joueur. Là, c'est vrai que maintenant, je suis directeur sportif, mais je peux un peu gérer mon quotidien à peu près comme j'en ai envie. Je ne suis pas obligé d'aller voir les entraînements, je ne suis pas obligé d'aller tous les jours au bureau. Je peux travailler de la maison, je peux passer des coups de fil. Mes rendez-vous, c'est moi qui les gère. Et quand on est coach, voilà, c'est une pression au quotidien, on doit travailler énormément. Et repartir, rechambouler tout, c'est pas ce que j'ai envie. Mais en même temps, quand on est directeur sportif et qu'on s'appelle Miralas, quand on a un coach, oui. On parle un peu football avec le coach. Oui, bien sûr. Ça par contre, que ce soit tactique, des joueurs et tout, j'en parle. Oh, mais ça reste ta passion aussi. Ça reste la chose que j'aime le plus, mais je ne me vois pas coacher une équipe. D'ailleurs, je n'ai pas passé mes diplômes. Pourtant, j'avais l'occasion de les faire. Tout le monde m'a dit fais-les quand même, mais je savais que c'était un non parce que je ne sais pas ce que j'ai envie de faire. Et beaucoup me demandent pourquoi. Et j'explique toujours la même chose. Je ne me vois pas aller tous les jours. Je préfère dans un rôle. Par contre, les enfants, oui, ça j'aime bien. Le côté au contact des enfants, quand ils marquent un but, ils sont émerveillés. Maintenant, attention, tu parlais tout à l'heure avec la direction turque, ils sont ambitieux. Si, je l'espère pour toi, si le club monte à chaque fois, directeur sportif au haut niveau, s'il faut aussi être tous les jours au bureau. Oui, ouais, ce sera différent, mais j'ai eu le temps de le préparer. T'as le temps de voir venir. J'ai encore un peu le temps de voir venir, même si on a beaucoup d'ambition. Voilà, il faut rester aussi les pieds sur terre. Ça va pas être facile, mais c'est sûr que si dans 2 ans on est en D1B, voilà, j'aurai le temps de m'organiser. C'est pour ça que je voulais aller dans un endroit où aussi je pouvais préparer mon après-carrière tranquillement, pouvoir passer un peu plus de temps en famille, surtout les premières années. Et puis après, voilà. Apprendre aussi, comme tu as dit. Apprendre aussi, c'est important parce que beaucoup de gens pensent que oui, ça reste du foot, mais c'est certainement une autre fonction. Et moi, je suis quelqu'un de humble et très modeste. Je sais que j'en ai fait des erreurs, je vais encore en faire et il faut apprendre dans toute nouvelle fonction qu'on fasse. On va faire un petit retour en arrière. On va revoir un petit peu ta carrière, comme c'est quand même assez importante. Petite carrière. Toute petite, légère carrière. Ton tout premier club, c'est le Patro Lensois. C'est près de chez toi, près de chez tes parents. À ce moment-là, on habitait à Lens-Saint-Remy. Et il y avait un petit club de village. Et mes frères, qui étaient plus grands que moi, ils jouaient là-bas. Et je tannais mes parents pour aller avec eux. Mais ils me disaient, mais tu peux pas, t'as pas l'âge et tout ça. Et puis finalement, je suis allé une fois à un entraînement. Et je me rappelle toujours ce que mon premier entraînement, on a fait un match, j'ai marqué 3 buts. Et mon père, il m'a regardé, il m'a dit il a peut-être quelque chose, celui-là, le petit dernier. C'est mon fils, toi. C'est vrai que mes frères, ils jouaient bien, mais rien de spécial. Et mon père, il a quelque chose de différent. Donc, on va voir, on m'a mis. Et puis, 2 ans après, j'ai signé chez les Jeunes au Standard. Donc, mais c'est des beaux souvenirs. J'y suis retourné il n'y a pas très longtemps.
il y a un maillot de la Coupe du Monde dans la buvette là-bas. Ça reste mon premier club, donc c'est spécial. Mon fils a été aussi pour voir un peu, il a joué sur le terrain. Il y a toujours parfois une histoire comme ça qui fait que tu bifurques. Moi, je me rappelle que voilà, moi, c'est le déménagement de mes parents. J'habitais à Saint-Josse et on a été à Jette et j'ai pris mon ballon, j'étais à la plaine de jeu et j'ai rencontré quelqu'un là, on jouait tout le temps et c'est lui qui m'embêtait pour aller s'inscrire dans un club. Moi, je voulais pas. Puis finalement, je dis, ouais, s'il y en a un qui est pas très loin. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et là, toi, c'est celui qui jouait pas de base. Toi, c'est quoi ton histoire par rapport à ça? Le fait, c'est que mes frères, ils jouent au foot. Donc, automatiquement, j'ai baigné dans le foot. Et, maintenant, j'avais pas l'âge. Vers 4 ans, 5 ans, je voulais aller jouer. Mon parent, il disait non. Et puis, un jour, j'ai accompagné mon papa à l'entraînement de mes grands frères. Et de là, j'ai pris un ballon. Il m'a vu tirer et tout. Ils ont dit, on va le mettre. De toute façon, il a envie. Qui ton papa? Ouais, mon papa. Donc, c'était le premier scout, c'était ton papa? Ouais, c'était mon papa. Et après, de là, il m'a plus lâché. Il m'a plus lâché jusqu'à mon dernier match de ma carrière. Incroyable. Il m'a fait bosser. Et puis, voilà, ça a réussi. Et puis, tu restes un peu moins de 10 ans au Standard. C'est quand même énorme. Comment tu as vécu ces années-là? Belle. Très, très belles années. J'ai appris énormément de choses. Il y a eu des moins bons moments, des moments plus heureux. Je dis toujours à mon fils, les gens ils pensent que mes années au Standard, ils ont été magnifiques, mais jusqu'à mes 12 ans, j'étais toujours celui, il est plus petit, il marque des buts, il est pas mauvais, mais fin de saison, on savait jamais si j'allais rester. Et vers 14-15 ans, c'est là où j'ai explosé. Et mon père m'a toujours dit, c'est le travail qui paye, continue à travailler, ne regarde pas les autres, regarde toi-même. Et je me suis focalisé là-dessus. Et puis, c'est comme ça que c'est. Ce qui est incroyable, c'est qu'il y a beaucoup d'histoires comme ça. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure en off du mental. Georges Grune, par exemple, il a joué toute sa carrière à Anderlecht dans les jeunes, dans les équipes B. Voilà, donc ça veut dire que les entraîneurs parfois ne voient pas les choses. Et là, ce qui est important, moi je pense que là c'est important, il y a quelque chose qui a été dit là, la relation avec son papa. Le papa. Mais au-delà de ça, parce que tu disais donc jusqu'à 12 ans, tu ne savais pas trop si tu allais continuer, etc. Qu'est-ce qui s'est passé à 14-15 ans? J'ai eu un déclic, j'ai grandi un peu. J'ai un peu grandi, j'ai pris confiance en moi. Et puis le fait, c'est à 15 ans, les premières sélections de l'équipe nationale arrivent. Et en fait, toute mon équipe, ils ont été repris sauf moi. Donc, ça a été un choc. T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 15 ans. Donc, ça a été un choc pour moi. Et je me rappelle, j'en ai pleuré dans la voiture et tout ça. Et mon papa, il m'a dit une chose. Il m'a dit, c'est pas grave. Peut-être que tu étais le meilleur et ils n'ont pas voulu t'envoyer, il m'a dit, pour me motiver. Et j'ai dit, peut-être. Et tout ça. Il me dit, le Standard, peut-être il veut te garder. Ils ne veulent pas t'envoyer. Il a trouvé quelque chose pour me motiver. Et il m'a dit, c'est pas grave. Fin de l'année, il y a un grand tournoi en Turquie et c'est toi qui vas y aller. Et je dis ok, j'ai travaillé toute la saison, j'ai terminé meilleur buteur du championnat, puis j'ai été en équipe nationale et j'ai terminé meilleur buteur du tournoi. Donc c'est ça qu'il a fait aussi, ça m'a motivé et de me dire voilà, je suis le seul à pas y aller, mais je vais y aller. Et au tournoi, j'étais le seul à avoir été. Mais c'est une relation, là, il y a quelque chose avec son papa. Sûr, franchement, donc en fait il a été ton premier scout, ton entraîneur, coach mental, ton coach mental. Et jusqu'à mes 22 ans, ça a été celui qui prenait toutes les décisions. Et après, je pense qu'on va en parler, mais mon départ en Grèce, c'est là où je me suis pris en main tout seul. Et là, il y a eu un déclic, mais bon, il a toujours été derrière moi. Et tu as des regrets? Enfin, tu n'as jamais joué en équipe première au Standard. Pourquoi? Tu sais pourquoi? En fait, à 15 ans, je fais un tournoi en France et Lille me repère. Et mon papa me dit, oui, il y a Lille qui veut nous rencontrer. Qu'est-ce que tu veux faire? Je dis, non, moi, je suis bien. Moi, je suis au Standard, c'est mon club. Je suis content ici. Il m'a dit, OK. Et puis, on a eu un rendez-vous avec la direction du Standard où il voulait me faire signer un contrat semi-pro, m'entraîner avec la réserve. Mais le lundi, je pouvais jouer en U18. Et mon papa disait, non, il a les qualités pour jouer en réserve. Il doit jouer avec la réserve. Et ils ont dit non. Alors, ça s'est fait sur un bête truc comme ça. Je suis arrivé à Lille, ils m'ont invité et l'entraîneur de l'équipe première, Claude Puel, c'est lui qui m'a ouvert les portes du centre de formation. Donc, moi, je me suis dit, pourquoi l'entraîneur de l'équipe première est là? Il m'a dit, dans un an, Claude Puel. Ah oui, pas facile pourtant. Et il m'a dit, écoute, si tu suis notre chemin, dans un an, tu es avec moi. Et moi, 15-16 ans, je dis, waouh, ouais, ok. Ouais, s'il le dit. Et il a eu raison, un an après, j'étais avec l'équipe. On dit toujours nul n'est prophète en son pays. Quoi. Mais c'est la différence aussi de se sentir aimé. Oui, mais ça, tous les joueurs de foot en parlent. Oui, exactement. Les joueurs. La direction du Standard, il te parle et il te dit voilà, oui. Je ne veux pas dire qu'il ne voulait pas que je reste,
parce que ce serait mais tu n'as pas senti mais le j'ai pas truc. senti que en fait j'étais considéré. Et puis le fait, c'est qu'il n'y avait pas encore de jeunes qui perçaient aussi au standard à ce moment-là. C'est vrai aussi. Donc on ne sentait pas cette perception d'avenir. Et à Lille, quand je suis arrivé, je savais qu'il y avait déjà pas mal de jeunes. L'histoire, le rendez-vous qu'on a eu a été vraiment primordial. Ça a changé beaucoup la donne. Le fait que c'était pas loin aussi de chez moi, 2 heures de route. Donc ça me permettait de... Allez, j'allais à l'étranger, mais pour moi, la langue, c'était la même. C'était pas loin. Et le fait d'être arrivé, qu'il y avait l'entraîneur de l'équipe première, pour moi, c'était une grande fierté aussi. Il y a eu beaucoup de rumeurs sur un potentiel retour avec différentes casquettes standard. Est-ce qu'il y a vraiment eu des discussions? Oui, durant toute ma carrière, 2 ou 3 fois, ça a été une possibilité. Ça ne s'est pas fait pour plein de raisons différentes. Mais ça, c'est le seul regret que je vais dire dans ma carrière, c'est que j'ai pas joué. C'était avec quelle direction? Ça il y a eu avec quand il y avait Prud'homme qui était coach, et c'était la direction, c'était Venazzi. Ouais, Venazzi. Ça s'est pas fait, et puis mon retour à l'Antwerp, c'est pour ça que j'ai signé à l'Antwerp. Les gens me posent souvent la question. C'est vrai que moi, j'ai toujours été honnête, j'ai toujours dit mon club en Belgique, c'est Standard, je m'en suis jamais caché. Ça n'a pas plu à certaines personnes, ça a plu à d'autres, mais moi, je ne vais pas mentir. Et c'est vrai que mon départ à l'Antwerp, ça s'est fait par défaut au Standard. C'était un peu lancé la mode des Diables Rouges et des joueurs qui reviennent un petit peu en Belgique. C'est vrai, parce qu'après toi, il y a une flopée. Maintenant, c'est Yann Vertonghen, Tobias. On est arrivé, il y a eu Vincent qui est arrivé 2 semaines avant moi, Simon Mignolet 2 semaines avant moi. C'est ça. Et en fait, moi, je discutais avec Bruges déjà. Et Bruges me voulait, mais ils n'ont pas trouvé un accord avec Everton. Donc, à la base, je devais aller à Bruges. Et ça ne s'est pas fait. Puis, moi, j'ai dit à mon agent, mais moi, je veux aller au Standard. Si c'est pour rentrer en Belgique, je vais chez moi. Mais oui. Et il m'a dit, non, ils ne veulent pas payer. Et compagnie, tu n'as jamais appelé? Prud'homme ne veut pas. Vincent, on a eu des rapports, on a eu des contacts, on s'est discuté. Standardman, c'est difficile. On a parlé plusieurs fois. Le fait d'être Standardman, c'était compliqué. C'était pas évident émotionnellement. Pour ma famille, pour moi-même, c'était dur. Et c'est pour ça que quand l'offre de l'Antwerp est arrivée, je me suis dit, je vais aller à l'Antwerp, je vais décevoir personne. C'est neutre. Oui, c'est ça, c'est entre guillemets. C'est neutre. Et voilà, je suis parti là-bas. C'est comme ça que ça s'est fait. C'est avec Bologna, ça? Oui. C'était compliqué avec Bologna. Ça, c'est encore une autre histoire. Ouais. Est-ce que tu regardes encore le Standard actuellement? Oui. Tu portes quel regard sur leur situation globale? C'est toujours, pour moi, ça se répète. En fait, je le compare toujours à Marseille, en fait. C'est la même chose. Une direction qui marche une année et puis qui change complètement la saison d'après. Donc, c'est rebelote la même chose. Les joueurs, c'est la même chose. Des bons joueurs sont là, mais ils sont en prêt ou on les vend directement. Il n'y a pas une philosophie sur le long terme. Donc, c'est difficile de faire des résultats. Pourtant, c'est dommage avec le potentiel du stade, des supporters, le centre d'entraînement. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs, ils aimeraient aller là-bas, mais au niveau du long terme, on ne voit pas vraiment où ils veulent aller. Ouais. Et en même temps, le Standard, c'est bizarre, on a l'impression qu'ils ont besoin de folie. Ouais. Pour que ça marche, il faut qu'il y ait de la folie. Mais leur public, moi, sorry, mais à chaque fois que j'y vais, c'est tellement particulier. Heureusement qu'ils ont encore le public, hein. Sincèrement, parce que... Ils sont courageux, parce qu'avec tout ce qui se passe chaque année... Ah oui. Là, avec ce qu'il y a eu l'année dernière, avec Delia, il est parti. C'était sold out, je crois, avant que la saison commence. Là, c'est quasiment sold out tout le temps. Ça a commencé très mal. Ils ont bien repris. Jusqu'à la dernière minute du mercato, ils ont souffert. Ouais. Non, c'est vrai que c'est... Mais bon, comme je dis, c'est assez spécial. Et c'est pour ça que, par exemple, moi, aller maintenant dans le club, en ce moment, c'est pas bon pour moi. Non. Je prends toujours l'exemple de mon ami Van Buiten. Quand il est allé, c'était pas stable. Il a fait une erreur. Et ça a été difficile pour lui. Ouais, ça a été difficile pour lui, c'était un peu différent. Ouais. C'est-à-dire que c'était pas stable, mais il n'était pas stable non plus, je pense. Il venait pas souvent. Après, il y a plein de choses, en privé, en off, on pourra en discuter. Non, mais moi, je dis pas plus. Mais je veux dire par là que, voilà, quand un club, des fois, il est pas stable, c'est compliqué. C'est pas facile. De travailler, en fait, tout court. De travailler tout court. Et puis là, c'est une direction où je connais personne. Voilà, c'est ça. Premièrement. Ça aussi, hein. Donc, c'est compliqué. Et là, en prenant ta retraite, il n'y a personne du Standard qui t'a contacté ni quoi que ce soit? Réginald Goureux, il m'a téléphoné pour aller avec l'académie. Et ensuite, je devais avoir un rendez-vous avec l'équipe première pour voir si ce que j'allais faire avec l'académie, je pouvais le faire avec l'équipe première. Karl, je le connaissais parce qu'on a joué un peu en équipe nationale ensemble. Donc, il y avait une ouverture, mais... C'est fou, ça. Ouais. C'est fou ce que tu dis. Donc, ça veut dire que c'est des joueurs qui t'ont contacté et pas la direction du Standard. Non, la direction, jamais. C'est incroyable. Pour même être honnête, quand j'ai fait, après mon passage en Turquie, j'ai eu pas mal de propositions.
Et je suis resté à la maison 6 mois parce que je ne savais pas ce que je voulais faire. Mais tu ne peux pas accepter ça. Tu ne peux pas aller dans une... Et j'ai dit à ma femme, écoute, je préfère prendre 4-5 mois un peu de retrait pour voir un peu ce que je vais faire. Surtout que c'est mes dernières années, je ne veux pas aller n'importe où. Bien sûr. Ouais. Et puis tu as un nom. Voilà, il ne faut pas salir ton nom. Et en octobre, j'appelle Réginald Gouraud. Je dis, écoute, Reggie, est-ce que je peux venir m'entraîner avec l'équipe réserve? Parce que s'entraîner tout seul, ça va à un moment, mais à un moment donné, ça devient compliqué. Et il me dit, oui, viens et tout. Et mais de là, on m'a dit direct la direction. Par contre, même si ça se passe bien, même si on te veut et tout, on ne te signera pas. Et là, moi, je m'étais dit, bizarre, hein. Je m'étais dit, après 2-3 semaines que je me suis entraîné, certainement, je vais avoir la porte qui va s'ouvrir. Moi, j'avais une idée derrière de ce que je voulais faire. Et j'avais même dit, au niveau salarial, vous me proposez ce que vous voulez. Moi, je suis pas là pour l'argent. J'en ai déjà gagné. Je sais ce que je veux. C'est pas pour l'argent que je viens, c'est pour le maillot, pour le club. Et quand ils m'ont dit ça, déjà, ça m'a freiné. J'ai été m'entraîner, mais c'était plus la même chose. Il y a de moins en moins de respect quand même. Oui. Il y a moins en moins de respect parce qu'il y a un joueur ici, un international, qui, OK, est plus âgé, mais pour la Belgique, il a encore des qualités. Tout à fait. Il te dit, je viens pour pas grand-chose. Alors, tu peux avoir une discussion en disant, écoute, OK, on te prend, bon, peut-être que tu joueras pas tout le temps, mais il y a une discussion, au moins quelque chose. J'étais dans une situation vraiment pas bonne. Mais c'est ça. Voilà. Et moi, je dis, je viens pour vous aider. Tu fais de la plus-value, en fait. Même si je joue pas maintenant parce que je suis à court, mais je vais aider, je vais apporter quelque chose à l'équipe, même en dehors. Mais bon, voilà. Et je vais être un peu négatif, c'est même un bon coup médiatique en plus. Ouais, aussi. Parce que c'est même pas négatif. Quand j'ai été m'entraîner avec eux, ils en ont parlé un peu partout dans la presse. Voilà. Et beaucoup de supporters m'ont dit, c'est sûr, après, il va signer. C'est fou, ça. Et après, en janvier, je suis parti au Portugal. Mais bon, voilà, c'est des choses qui se passent dans une carrière. On ne peut pas toujours tout choisir, tout maîtriser. Mais c'est toi qui décides toujours. Hein. Ouais. J'ai entendu que tu avais été peut-être contacté par Charleroi aussi, c'est possible? Non, j'ai été voir un match parce que j'ai des amis là-bas. Et j'étais là d'ailleurs, j'ai vu ça. En plus, c'était Charleroi Standard. Okay. Donc, un ami à moi m'a invité. Mais aussi, en tant que supporter du Standard, c'était un peu compliqué. C'est quand même... Ça, c'est... Même si j'avoue que j'ai eu un bon accueil des supporters de Charleroi. Ils sont sympas, franchement. Ils ont été vraiment top avec moi. Mais comme au Standard, on a bien accueilli. Bien sûr, bien sûr. Et puis donc après le Standard, donc tu vas, comme tu dis, au LOSC, à Lille. Tu croises la route d'un certain Eden Hazard. Oui. J'étais plus vieux. Bien sûr, vous avez quand même 4 ans d'écart au final. Ouais, en fait, ça s'est fait où un jour, le directeur de la formation qui m'avait repéré me dit, écoute, on a pris un Belge aussi, il est très bon. J'adore. Viens une fois le voir et tout. Je dis, ok, moi j'avais 17, 18 ans. Je dis, ok. Dans ma tête, je connais pas, j'ai pas très envie, mais bon, allez, si tu veux, pour te faire plaisir, je vais venir. Et je suis allé voir un match. J'ai dit, il a quelque chose. Et puis une fois, il y avait un championnat d'Europe des U17 ou U18 à Tournai. Et je suis allé voir avec mon papa. Et il avait fait un match incroyable. Et j'ai dit, le petit Belge. Lui avec moi, ça peut être sympa. Et j'en ai parlé avec Claude Puel. Et il me dit, oui, je l'ai déjà vu, mais il est nonchalant. J'ai pas de bon rapport des entraîneurs plus bas, tout ça. Je dis, mais coach, je serais bien une fois peut-être aller le voir avec la réserve et tout. Et en fait, il est venu s'entraîner avec nous. Et le premier jour... Il y a toujours une histoire. Le premier jour, il est venu avec ses chaussures détachées et je me rappelle, je dis Eden, ça va pas aller. Il va falloir que tu les attaches parce que avec Claude Puel. C'était une autre génération aussi où les anciens avec les jeunes. Évidemment. Et Claude Puel. Et Claude Puel, c'était une génération où les ballons, il fallait les ramasser, le matériel, il fallait le prendre. Moi, j'ai lavé les chaussures. Les gens, maintenant, la nouvelle génération, ils comprennent pas et ils connaissent pas. Non. Mais toi, tu es passé par là aussi. Et c'était bien, moi, je trouvais. Et c'était bien, ça permettait d'avoir de l'humilité, du respect aussi pour les autres, pour les anciens, parce que maintenant, il y en a, voire plus. C'est encore un autre débat. Mais, donc, c'est toi, en fait, quelque part, qui aide un peu Eden à... je l'ai aidé. Après, son talent a fait les choses, mais c'est vrai que de parler de lui, d'avoir souvent des joueurs qui m'ont dit, il paraît qu'il y a une pépite, j'aurais pu dire, bof. Non, j'ai dit, il est vraiment bon. Puel qui te dit, mais il m'en parle. J'ai dit, non, mais coach, je pense qu'il faut vraiment qu'on le voit un peu plus souvent, qu'il vienne avec nous. Incroyable. Et quand il est venu avec nous, j'ai essayé de le prendre sous mon aile, même si moi j'étais fort jeune aussi, mais voilà, je me devais de ça. J'étais belge, il était belge. Je savais que c'était pas évident. Surtout que moi, j'ai mis 2 ans à m'intégrer dans le groupe. Donc je savais que ça allait être difficile pour lui. Donc je me suis dit, je vais l'aider. Et je l'ai aidé. Puis après, quand il s'est installé, j'ai dit, bon, je vais te laisser ma place maintenant. C'est parti. Vous parlez encore? Ouais, on se parle encore. Ouais. Et tu savais tu savais très bien qu'il allait prendre sa retraite, là? Ouais. Je savais... Pas parce qu'il me l'a dit, mais comment ça s'est passé l'arrêt au Real, l'adieu qu'il a fait avec les Diables Rouges, tu sentais que... C'était la fin, quoi. Il n'a pas communiqué une seule fois sur toutes les rumeurs qu'il y a eu. Ça, c'est vrai. Et le connaissant le personnage et la personne, je savais qu'il allait arrêter. Comment tu vois
la fin de carrière comme ça d'Eden? C'est dommage. Par rapport à son talent, pour moi, c'est très, très frustrant. Un peu de gâchis. À lui, j'en en ai pas parlé, mais je pense que lui aussi, ça doit lui faire mal d'avoir été tant au top et de finir, entre guillemets, de cette manière, même si sa carrière, elle reste fabuleuse. Mais ces 4 dernières années au Real ont été très compliquées. Et au final, il prend aussi par défaut sa retraite, quoi. C'est ça qui est le plus difficile. En fait, ce qui est difficile aussi, c'est qu'il réalisait son rêve d'aller au Real Madrid et son rêve s'est transformé limite en cauchemar, en fait. C'est ça qui doit être dur. En fait, moi, c'est exactement le terme. Moi aussi, je suis hyper frustré parce que moi, j'ai toujours, avant qu'il aille au Real, je voulais qu'il aille au Real parce que avec la manière dont il jouait, le talent qu'il avait, comme il jouait à Chelsea, je me suis dit, s'il fait les mêmes matchs au Real, il est dans. Je dis pas qu'il va avoir le Ballon d'Or, mais il est dans la course. Mais bien sûr. Il est dans la course au Ballon d'Or. Pour gagner le Ballon d'Or de toute manière. Alors après, malheureusement, son côté. On le sait, tout le monde le sait, il y a plusieurs facteurs. Lui le premier. Les blessures. Et après, ça a été effet boule de neige. Donc voilà, c'est comme ça, c'est dommage. C'est pas facile. Hein. Après, je trouve qu'Ancelotti, à la fin, parce qu'au début, c'était la faute d'Eden, mais à la fin, il a été un peu dur avec lui, je trouve. On ne sait pas tout non plus. De l'extérieur, en tout cas, oui. De l'extérieur, c'est sûr que soit même pour moi ou pour des amateurs du foot, c'était très difficile. Mais après, dans le quotidien, on ne voyait pas ce qui se passait. C'est ça. Et donc, on peut pas juger ni l'un ni l'autre. Mais c'est sûr que c'est frustrant. Tu as eu des fulgurances quand même assez importantes au LOSC, qui a eu un beau doublé au Vélodrome. Ça, je crois que ça marque. Oui. D'office, ça marque vraiment. Et puis, tu décides de ne pas prolonger. Pourquoi tu ne te prolonges pas avec le LOSC? En fait, ça se passe que moi, j'avais fait un petit cycle déjà avec l'équipe. On avait joué 2 ou 3 fois la Champions League, 2 ou 3 fois presque champion. Et là, le coach nous avait averti 2 semaines avant la fin de la saison qu'il allait partir à Lyon. Et là, je me suis dit, c'est un tournant. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le club va rebondir? Est-ce que le club va stagner un peu? Et là, il me reste 1 an de contrat et moi, j'ai plein de propositions qui arrivent. Et là, je suis avec mon papa, toujours. Et je demande Comment il s'appelle? José. Je demande l'avis à mon papa et je lui dis, voilà, papa, aide-moi un peu parce que pour moi, c'est compliqué. Je sais pas. J'ai un ressenti que je dois partir, mais en même temps, j'ai pas envie. Et il m'a dit, voilà, il y a des bonnes propositions sportives, financières. Et il me dit, je te laisse prendre la décision. Et là, moi, je voulais aller à Marseille parce qu'il y avait Eric Guéret qui m'avait appelé. Et mon papa, il m'a dit non. Il m'a dit, t'es pas prêt mentalement pour aller à Marseille, c'est compliqué pour les attaquants. Mais il n'avait pas dit, je te laisse faire ce que tu veux. Oui, mais il me l'a dit, mais on va dire qu'il m'a conseillé. Et moi, je voulais vraiment y aller. Mais il m'a dit, ouais, c'est pas facile. Puis j'ai parlé avec Van Buiten. Il m'a dit, ouais, c'est pas facile. Je te connais aussi. Peut-être c'est un peu tôt. Surtout que là-bas, il y avait Eric et franchement, il m'appelait tous les jours. On avait un bon feeling. Ouais, mais l'OM, c'est. Et puis Saint-Etienne est arrivé. Ils m'ont aussi fait les yeux doux. Ils ont fait plein de rendez-vous avec mes parents, avec moi et tout ça. Et puis je suis parti aux Jeux Olympiques. Et j'ai signé un pré-contrat finalement avec Saint-Etienne en disant qu'après les Jeux Olympiques, quoi qu'il arrive, je signerai chez eux. Malgré qu'Eric, il a poussé. Mais j'avais donné mon accord. Et puis après, Rudy Garcia est arrivé. Et là, lui, il m'a tout fait pour que je ne parte pas. Et j'allais vraiment à 2 doigts craquer que de ne pas partir, de rester. Et ce qui a fait, c'est que le jour où j'ai eu la discussion avec la direction, en fait, j'ai vu tout Lio de Melo arriver sur le parking. Et j'ai dit, ah non, en fait, ils ont déjà signé lui, c'est-à-dire qu'ils m'ont remplacé. Ah oui. Et là, j'ai dit, là, ils m'ont mis un coup de poignard. J'ai dit, bah, c'est pas grave, maintenant je pars. Et bon, voilà, c'est des choix. Comme je l'ai dit, on avait fait une équipe pour être dans les 4-5 premiers en France, la Coupe d'Europe. Et en Coupe d'Europe, on a fait un quart de finale, mais en championnat, on a joué 2 ans pour ne pas descendre. Ouais. Mais ça m'a appris parce que les supporters Saint-Etienne, c'est totalement différent aussi de Lille. Oui, ça. Donc, c'est une certaine pression différente. J'ai vu des choses que je n'avais jamais vues, que je ne pensais pas voir. Avec les supporters qui viennent dans les vestiaires tout cassés, les voitures. Un peu une certaine Donc en fait, tu étais à Marseille, en fait. Ouais, voilà, j'étais à Marseille, mais en vert. Une certaine insécurité. Après, ça a été dur, mais avec le recul, ça m'a appris beaucoup de choses. Et c'est pour ça que mon départ Olympiakos, j'étais préparé. On va dire. Comment on décide à 22 ans de partir en Grèce? En fait, il me restait 2 ans de contrat à Saint-Etienne et avec la direction, ça devenait un peu compliqué. Et mon agent me dit, voilà, il y a des équipes en France, ils te veulent en prêt, qu'est-ce que tu veux? Mais on a une possibilité d'aller à l'Olympiakos. Et on avait joué contre eux quelques mois avant en Coupe d'Europe et j'avais vu l'ambiance. Et j'ai dit, moi, je veux aller là-bas. De toute façon, les gens ne se rendent pas compte. Hein. L'Olympiakos, c'est un grand club. Ouais. Mais bien sûr, mais à 22 ans, toi, je veux dire, l'approche est quand même différente. Ouais. Quoi. Et mon agent m'a dit, mais attends, on va discuter. J'ai dit, non,
Moi, j'ai vu l'ambiance, ça me suffit, je veux y aller. Et puis, il joue souvent la Champions League. Ouais, il jouait la Coupe d'Europe chaque année. Et puis, en fait, aussi d'arriver, t'arrives, le soleil, la mer, déjà, tu dis, wow, c'est pas mal. J'ai été voir le stade, son entraînement. J'ai dit, wow, ça a l'air bien ici. Il y avait qui était là quand tu es arrivé? Parce que moi, j'ai joué contre l'Olympiakos, il y avait Zetterberg, il y avait, il y avait Carambeu, ils étaient du lourd. Ils étaient plus là. Il n'y avait pas de grand, on va dire, nom. Il y avait une bonne homogénéité de l'équipe. Après, Ernesto Valverde, il est arrivé. Ouais. Et là, direct, lui aussi, il m'a repositionné un peu dans mon jeu. Et là, pas mal d'Espagnols sont arrivés, quelques Brésiliens sont arrivés. Et ça a été 2 superbes années. Vous remportez le titre, tu es élu meilleur joueur, tu es hyper performant. Meilleur buteur, c'est le meilleur buteur, c'est ça, tout à fait, vraiment la totale. Donc, c'est le meilleur tremplin au final. C'est étonnant de se dire que la Grèce, c'était ton meilleur tremplin pour finir. On a joué Coupe d'Europe où on a fait des belles choses. Le fait aussi de gagner le championnat, d'être meilleur buteur, meilleur joueur, c'est une vitrine. Mais ce que les gens ils savent pas, c'est quand j'ai signé en Angleterre, je voulais pas y aller. C'est fou. Mais c'est le rêve ultime, genre de tout. Ouais, mais moi j'ai en première ligue. Parce que je me sentais vraiment bien là-bas. En Grèce, c'est magnifique. Je me sentais bien au niveau du foot, au niveau de familial. Mon fils venait de naître. Donc, il y avait une stabilité aussi de la famille. Et pourquoi tu es parti alors? On t'a poussé ou... Mon agent, il m'a fort poussé. À ce moment-là, il m'a vraiment... Tu regrettes? Non, je ne regrette pas, mais c'est parce que c'est aussi de mes plus belles années en Angleterre où j'ai passé 7 ans. Mais voilà, j'étais vraiment bien. En gros, j'étais comme un dieu. C'est ça. Je me sentais vraiment bien. Je gagnais bien ma vie. Il y avait une qualité de vie aussi derrière. Et en Angleterre, je devais tout recommencer alors que j'avais galéré 2 ans à Saint-Étienne. Et là, j'avais tout remis, on va dire, les pendules à l'heure. Et je me suis dit, purée, je vais me remettre dans un bourbier, moi, en Angleterre. Et j'ai dit, je me sentais... Et le jour où je suis parti, j'ai pleuré, je ne voulais pas partir. Et je suis arrivé là-bas, 16 août, il fait 14 degrés, il pleut. Je dis, qu'est-ce que je suis venu faire ici, moi? Bon accueil anglais. Je me suis dit, waouh, ça va pas, le choc, le contraste, il était... Et la famille? Il était fou. Ma femme, elle est restée là au départ, en Grèce. Parce que mon fils, il venait de naître, donc il fallait attendre un peu. Parce que je suis parti 10 jours après qu'il est né. Ouais. Attends, donc, donc en fait, tu vas même en Angleterre sans ton fils, il vient de naître. Sans oui, d'accord. Et t'as pas envie d'aller? J'avais pas envie d'y aller. Et puis après, j'ai vu le centre de formation. J'ai dit, c'est bien, c'est beau, c'est structuré. Enfin, l'Angleterre, c'était top. Le stade, tout ça, le coach, il me voulait. Il avait tout préparé, David Moyes. Il avait préparé tout, mon numéro, tout. En fait, j'ai eu un magnifique accueil. C'est ça. Ça a compensé. Mais dans ma tête, j'étais pas préparé. Puis finalement, je signe. Les 2-3 premières semaines se passent bien. Je marque, je joue direct. Mais je suis toujours un peu dans le flou. T'es encore à Athènes, là. Je suis toujours à Athènes. Dans ma tête, c'est 1 mois. Je vais rentrer. Et là, ma première blessure, elle arrive parce que mentalement, je suis pas bien. Je suis pas bien. Ça va avec, hein. Et là, j'appelle mon agent. Je lui dis, début octobre, je dis, mais moi, je veux pas rester. Hein. Il me dit, comment t'as signé 5 ans? Je dis, mais moi, tu fais ce que tu veux, mais moi, je veux pas rester. Et il me dit, mais t'es fou. Tous les joueurs veulent être à ta place. J'ai dit, moi, t'appelles les dirigeants, mais moi, je reste pas. Toi, tu cherchais le bien-être. Voilà. De dingue. Parce que je me sentais pas bien. Oui, mais c'est tellement rare. Enfin, tu vois ce que je veux dire? La première 2 mois après, je reviens de blessure. Et là, je me suis dit, écoute, t'es en première ligue. L'aspect aussi des gens avait changé pour moi. En Belgique aussi. Le regard. Quand je venais en équipe nationale, c'était les joueurs de première ligue. Tout avait changé. Je me suis dit, écoute, je pense qu'il faut y aller. Faire le taf. Et puis après, c'est parti. Mais ça a été dur. Mais quand les gens, des fois, ma famille en est au courant, mais quand j'en parle, des fois, les gens me disent, mais t'es un fou. Mais c'est un truc, mais c'est trop bien que tu nous le dises, merci de nous le partager, parce que moi je trouve ça hyper intéressant, même pour les. Voilà, ça donne encore plus d'importance, du bien-être, d'être bien dans sa tête, d'être heureux en fait, parce que c'est notre passion et on veut être heureux. C'est ça. À quel point la première ligue c'est difficile? Physiquement, c'est difficile, même si la France c'est costaud quand même. C'est très costaud. Les gens pensent mais je pense que c'est autant physique que l'Angleterre. Ce qu'il y a, c'est qu'en France, c'est beaucoup plus tactique. En Angleterre, ça joue plus pour marquer des buts. Donc, il y a un peu plus d'espace. Moi, j'ai toujours dit qu'en France, le meilleur poste pour jouer en France, c'est au milieu. Ouais. Au milieu, on te laisse tranquille. Ouais. Moi, j'étais attaquant, t'es attaquant. Mais dans les 18 derniers mètres, là, ça tape dans tous les sens. Et au niveau physique, l'intensité du match, mon tout premier match à Aston Villa, je rentre et on gagne 1-3. Et on est à 11 contre 10. Donc, moi, je me dis... tranquille, sûr, je vais avoir 1 ou 2 occasions, je vais marquer. Et en fait, on touche plus la balle. Ils sont à 10. Ils reviennent à 3-2, 3-3. Je dis, mais on est où? Au final, on gagne 4-3. Mais dans ma tête, je dis, mais c'est quoi ça? À 10, on n'arrive pas à avoir le ballon.
Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte que le premier contact, décrochage, je me fais rentrer dedans. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a faute? Et je vois l'arbitre, il me dit, lève-toi. Je dis, OK, ça va. Philippe Clément, quand il est parti en Angleterre, premier match, parce qu'il était bon de la tête, coup de coude, fracture de la pommette, direct. C'est un truc de fou. Ouais, ils marquent leur territoire directement, quoi. En fait, t'es chez nous ici. Oui, ça. Mais ça se passe plutôt bien à Everton. Ça se passe très bien. Très bien. J'ai eu de très belles années. C'était top. Première ligue, chaque week-end, tu joues des gros matchs. À quel moment ça a commencé à bien se passer? C'est ma relation avec Martinez. Ça a été compliqué. Après, les gens, ils comprennent pas tout parce que ça a été comme un deuxième papa, on va dire, quand il est arrivé. Martinez. Il m'a pris sous son aile. Il m'a beaucoup aidé dans ma façon de jouer, de mes déplacements. Il a beaucoup changé beaucoup de choses et ça m'a vraiment aidé. Et puis vers la fin, j'ai un tempérament un peu difficile aussi. J'en suis conscient. J'accepte pas certaines choses. Donc souvent, je le dis et des fois pas au bon moment. Quand il arrive en quelle année à Everton? 2013. 2013. OK. Et donc les 2 premières années, ça se passe super bien avec lui. Et puis arrive une offre de Tottenham. Et je lui dis, moi, je veux aller à Tottenham. Et il me dit, non, tu pars pas. Mais je dis, OK, ça va. 6 mois se passent, mais l'équipe n'est pas bien classée. Tottenham toujours là. Je dis, coach, sorry, mais c'est le bon moment pour moi. Je suis désolé, Tottenham, c'est... Voilà, c'était au-dessus. Et moi, je voulais aller rejouer aussi la Champions League, Tottenham, tout ça. Et je dis, coach, c'est le bon moment. Ils ont une bonne philosophie. C'est le moment d'y aller. Et il me dit, non, tu pars pas. Et au dernier moment, Tottenham fait une offre, 20 millions, plus Aaron Lennon, en échange. Et je dis, coach, s'il vous plaît, laissez-moi aller. Et il me dit, non, OK, je pars pas. Le matin, je me réveille, je vois plein de messages. Je dis, c'est quoi? En fait, ils ont pris Aaron Lennon en prêt. Mais moi, je suis pas allé. Mais Aaron Lennon, il joue le même poste que moi. Donc moi, le jour à l'entraînement, je suis arrivé. Un peu énervé? Très énervé. J'ai dit mes 4 vérités, mais le problème, c'est que je les ai dit au mauvais moment, sur le terrain, devant tout le monde. Et là, notre relation s'est complètement fissurée. Et voilà. Moi, je trouve que tu as eu un peu raison, parce qu'il t'a bloqué un peu dans l'évolution de ta carrière, parce que Tottenham, c'est quand même un step plus haut. Moi, je trouve que c'est quand même. C'est ça aussi, souvent dans le foot, il y a des opportunités, si elles peuvent être prises. Je prends souvent l'exemple de Marouane. À Manchester, il part. Pourquoi aussi? Parce que Martinez, il arrive au départ, il dit, tu rentres pas dans ma philosophie de jeu, parce qu'il voulait un jeu plus court, plus au sol. Il dit, OK, je vais partir. Puis Everton n'accepte pas certaines offres. Manchester, dernier jour, veulent prendre Herrera. Ils ne le prennent pas. Et ils prennent tout l'argent, ils le mettent sur Marouane. Et le coach, il dit, ça m'arrange parce que moi, je ne le voulais pas dans mon système. Et souvent, des fois, il y a des choses qui se passent comme ça où les gens ne sont pas au courant, mais c'est des opportunités qui arrivent, bonnes ou mauvaises. Et c'est incroyable qu'après Martinez devienne le coach d'équipe nationale. Ça, c'est incroyable. Ça, en fait, c'était incroyable. Et il dit à Marouane, parce que tu ne rentres pas dans mon système. C'est ça, quoi. Incroyable. Le foot, c'est incroyable. Parce que je me rappelle, il part, il est viré en avril-mai. Koeman arrive, ça se passe super bien la préparation. Avec Romelu, on est bien, on est très content. Et on joue un match à United amical. Et là, on nous dit, tu sais qui est coach de l'équipe nationale? Je dis non. Martinez, je dis, allez, arrête, c'est une blague. Et moi, dans ma tête, je dis, c'est foutu pour moi, c'est mort. C'est mort. Et je joue à Everton, donc au niveau du public, il est obligé de me reprendre, mais je ne joue pas. Je vais en équipe nationale, mais je ne joue jamais. Ou 5 minutes, 10 minutes, je ne joue jamais. Et moi, dans ma tête, je dis, bon, allez, je ne vais rien dire, je vais montrer que je suis quand même content d'être en équipe nationale, parce que c'est la vérité, mais tout joueur veut jouer quand même s'il représente son pays, il veut jouer. Question est, comment il t'accueille en équipe nationale? Parce qu'il t'a connu quand même, il fait semblant. Moi, j'arrive, je ne suis pas bien, je suis mal à l'aise, en fait, parce que je sais qu'on est parti... Et vous n'avez jamais eu de discussion après ça, en tout cas? Donc là, c'est la première fois que vous voyez. Là, c'est la première fois, on ne s'est plus vu, et on est parti en mauvais termes. Surtout que quand il part, il nous reste 3 matchs championnat, on gagne, et ça se passe bien pour moi. Donc lui, il s'est dit, tu vois, il a fait exprès avant. Ça fait exprès ou pas. Et donc moi, j'arrive et je suis mal à l'aise en fait. Je sais pas comment je dois l'accueillir. Je sais pas si je dois faire un sourire, être content. Je suis vraiment pas bien dans ma peau. Et je le vois, il me fait un sourire, il me prend dans ses bras. Donc je dis, bon, OK. Il se dit, table rase. Il désamorce le truc, On se parle, on parle pas d'Everton. Il me dit, Everton, c'était Everton. Maintenant, c'est la Belgique. Il dit ça comme ça. C'est un renouveau. Moi, je suis super content. Je dis, OK, ça va, super. Et on ne doit pas se justifier, on ne doit pas discuter. Nickel, super. Premier rassemblement, on joue l'Espagne. Et il me fait rentrer 30 minutes. OK, on va à Chypre, je ne joue pas. Je dis, bon, de toute façon, il y a des autres joueurs aussi. Ouais, d'accord.
Puis octobre, pas de minutes. Novembre, pas de minutes. Ça... Je dis, ouais, ça commence à être tendu. Puis mars, arrive ce fameux match en Russie, où ça reste un grand tournant. Il dit, voilà, j'ai pas fait jouer certains joueurs depuis que je suis arrivé. C'est un tournant, on est en Russie, et je veux voir les joueurs qui vont performer aujourd'hui, parce que la place des 23, elle va se jouer déjà. Oh, la pression. Oh. Et là, il fait une équipe un peu où Benteke jouait jamais, moi, Radja, Moussa Dembélé. Cadeau empoisonné. Voilà, et là, on se dit, quel cadeau. On arrive, 60 000 supporters. La Russie, ils préparent déjà la Coupe du Monde. On se dit, pouf, ça va être... On va prendre le bouillon, quoi. Et on gagne 3-1. Il fait 4 changements, dont moi, il sort, Benteke sort, Nengolan sort, Dembélé sort. 3-3. Ou on perd 3-2, je ne me rappelle même plus. Enfin, bref, ça se passe mal. Il arrive dans le vestiaire, il dit, aujourd'hui, j'ai vu sur qui je peux compter et ceux quand je ne peux pas compter. Dans ma tête, tu dis que c'est bon, je me rappelle, je me retourne avec Christian Benteke et Radja, je dis, parle de nous là. Les gars, allez, on est bon. On est dans les bons. Là, je dis, non, on est bon. J'avais marqué, Christian, là, on est bon. Christian avait mis doublé, donc je dis, là, on est bon. Moi, dans ma tête, je retourne à Everton, ça se passe bien la fin de la saison, arrive juin, il prend la sélection, on est dedans, 0 minutes. Benteke, 0 minutes. Ouais. Radja, même pas sélectionné. Et Moussa, il joue 20 minutes. Et là, je dis, ouh, il y a quelque chose qui va pas. C'est pas cohérent. C'est pas bon, ça. C'est pas bon. On n'est pas bon. On n'est pas bon. Il y a eu un truc que j'ai pas dû bien comprendre dans la conversation. Mais t'as dit, écoutez, j'avais dit qu'on était bon, mais je crois qu'on n'est pas bon. Ça sent pas bon. Et puis, dans l'année qui a suivi pour la Coupe du Monde, je suis chaque fois sélectionné, mais je joue pas beaucoup, mais je suis chaque fois sélectionné. Et en mars, il y a un match contre l'Arabie Saoudite, mon dernier match. Il fait que 3 changements. Et je suis dans les 3 changements. Et je joue 35-40 minutes. Donc, dans ma tête, je dis... Ça va mieux. Avant le rassemblement, en mars, je dis, moi, je suis tranquille, moi. 2 semaines avant la sélection, il m'appelle, il me dit, voilà, tu vas recevoir un programme, donc il faut que tu sois prêt. Nani, nana, je dis, OK, coach, pas de souci, je vais suivre le programme. Ça ressent bon. Je dis, tranquille. Je vais 1 semaine en vacances. Le jour de la sélection, je me rappelle, je suis à la plage. Je suis bien avec mes enfants, ma femme, on est bien. Jour de la sélection, 30 minutes avant, pas d'appel. Je dis, je suis tranquille. Je dis, moi, je vais à la Coupe du Monde. Je dis à la famille, on est bien. Ma femme, elle regarde pour les vacances après, plus ou moins si on est éliminé ou pas. Tout ça, on regarde. Ma famille, je suis serein. Je suis vraiment serein. Et là, je suis dans l'eau. Ma femme me dit, un coup de téléphone. Je dis, c'est qui? Martinez. Et là, mon visage change. Ah, là, et là, j'ai compris. Là, tu as compris. Là, j'ai compris. Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai compris. Et là, ça va, tu vas bien. Mais il commence bien. Alors je me dis, ouais, peut-être il veut glisser un truc parce qu'il va dire quelque chose à la présentation et qu'il veut me le dire avant. Ouais, voilà, en fait, on a beaucoup de blessés en défense. Donc, il a pris 7 ou 8 défenseurs. Donc, j'ai décidé, toi, Divock, Radja, vous venez pas. Ah. OK. Coup de massue. Donc déjà, là, je dis OK, mais je sais pas quoi répondre. Je sais pas quoi dire. Même pas pourquoi, comment, ça sert à rien, ça change rien. Et puis il me dit, mais j'ai tellement de respect pour toi que je te prends même pas chez les réservistes parce que sinon tu vas devoir venir avec nous et ça va être dur pour toi sachant que tu vas pas. Mais je dis, ouais, mais coach, il y a un blessé. C'est-à-dire que je peux venir encore. Oui. Pourquoi je peux même pas dans les réservistes? Et là, il m'a pas répondu. Je dis, putain, t'as compris. Là, c'est une banane du siècle. Je raccroche et je dis à ma femme, et là, ça a été un choc pendant 3 jours. Vraiment pas bien. Et les vacances foutues? Les vacances, je vais en vacances. Non, mais je veux dire, tu vas en vacances. Mentalement, c'est très dur. Franchement, je m'en suis vraiment pas remis parce que de là, en plus, ils font une Coupe du Monde incroyable. Bah oui. Et même égoïstement, je voulais pas qu'ils gagnent. Parce que dans ma tête, je me disais, attends, si je. C'est honnête de le dire. Voilà, si je passe à côté de ça, comment je vais. Déjà, de pas aller, je suis pas bien. Oui, s'ils sont champions du monde. S'ils sont champions du monde, que j'ai toujours été là, comment je vais le vivre, ça va être très difficile. Et quand ils ont été éliminés, j'étais triste, mais en même temps soulagé. Je me dis, j'aurais pu être champion. Qu'on comprenne bien, que tu n'aies pas de problème avec les gens. Tu n'étais pas content qu'ils soient éliminés, mais que tu t'es dit, putain, s'ils sont champions du monde. Pour vraiment que les gens y comprennent, pendant 11 ans, j'étais en équipe nationale. J'ai eu les mauvais moments du départ, puis le renouveau, toujours faire partie du renouveau. Et là, tu te dis au dernier moment que l'équipe, elle est à 2 doigts de. On le sentait même nous, grosse équipe, et qu'on était vraiment où je pense on a raté le coche, parce que c'était le moment jamais. Pour moi, oui. Et je suis pas là, et je vois l'équipe, ça marche. On est à 2 doigts d'aller gagner. Je me dis, mais purée, moi, je vais passer à côté de quelque chose, en fait. Et je dis, mais alors que je devrais être là-bas. Et en fait, c'était difficile. J'étais content et en même temps pas content. Tu peux pas comprendre. Je pense que les gens, c'est compliqué. Une question, quand
quand tu n'es pas repris, donc ça se sait, officiel, est-ce qu'il y a des joueurs qui sont repris, qui t'appellent? Oui, il y a pas mal de... Tu n'es pas obligé de dire les noms? Non, pas mal de joueurs du groupe m'ont téléphoné, qu'ils étaient tristes pour moi. Surtout que c'est un groupe, on a grandi ensemble. Bah oui, mais voilà, mais c'est ça. Depuis énormément d'années, on a tout vécu, les bons, les moins bons moments. Donc c'était difficile, mais après, voilà, ça fait plaisir, mais ça change rien. Ça change rien. Sur moi-même, voilà, tu as été joueur, tu sais comment c'est, on est quand même tous égoïstes, on regarde quand même que soi. Même si, voilà, tu regardes toujours un peu le copain, c'est dommage, il est blessé, tu es déçu, mais au final, tant que ça t'arrive pas à toi, tu le... Et donc c'est quand même un entraîneur qui t'a connu, c'est dingue, Everton, et qui te met quelque part un coup de poignard dans le dos, quoi. Bah ouais, moi, je le sens comme ça parce que les gens, tu l'as connu avant. Ils ne connaissent pas en fait toute l'histoire. Donc, voilà, quand tu le vois juste de l'extérieur, tu te dis, ah oui, mais parce que peut-être il n'a pas bien joué là. Après, on peut toujours débattre, ça, c'est pas un problème. Mais la façon comment c'est arrivé, et puis de là, je signe en Italie, et il m'appelle, il me dit, voilà, je suis très content pour toi, tu signes à la Fiorentina, c'est un bon tremplin aussi pour toi, blablabla. On n'a pas envie de prendre l'appel, en fait. Non, je le prends parce que je me dis, pour moi, dans ma tête, c'est pas fini. Je me dis, il y a encore l'Euro qui arrive. Dans ma tête, je me dis, voilà. Parce que pendant les vacances, j'ai voulu dire que j'arrête. Et ma femme me dit, non, il reste l'Euro, tu as encore le temps, tu sais pas ce qui va arriver. Elle avait raison. Elle a raison, en tout cas. Il vaut mieux dire que tu n'arrêtes pas et tu verras bien ce qui se passe. Et donc, quand je l'ai eu, il m'a dit, voilà, je vais te suivre. Septembre, je ne te reprends pas parce que je reprends le groupe de la Coupe du Monde. Mais octobre, novembre, il y aura une porte ouverte. Ok, super, je suis content. Je me dis, c'est pas fermé au moins. Et là, je joue, tout va bien. Je joue en Italie, je joue. Mais les convocations, elles n'arrivent pas. Je dis, c'est pas possible. Je dis, il m'a oublié. Et puis, il ne m'a plus jamais rappelé. Ouais, donc en fait, c'est humainement, ça a juste les points, en fait. Humainement, ça allait plus. Mais j'aurais préféré direct qu'ils me disent, je te prends plus. Et c'est fait. Écoute, je pars sur d'autres choix. Et je l'aurais beaucoup plus accepté que me faire penser que je pouvais encore y aller, quoi. Et surtout après, il y a l'autre, pas l'euro. L'euro aussi. Si, l'euro. Oui, en 2021, finalement. Voilà, finalement, qui est reporté. Ouais. Après, il me dit, je vais en Belgique. Et il me dit, voilà, parce que je vois plein de joueurs qui commencent à être repris qui jouent en Belgique qu'avant, il n'y avait quasi pas. C'est vrai. Et c'est là le fait que je commence à vouloir dire je veux revenir en Belgique. Peut-être que ça va me mettre plus de vitrine, il faut croire, parce que je vois qu'il y a plein de joueurs qui sont en Belgique. Et je vois à l'Antwerp, il vient jamais nous voir. Alors qu'il y avait Steven Defour qui était là, il y avait moi. Et je dis, c'est bizarre, il ne vient jamais voir un match. Il aimait bien aller à Bruges. Oui, il aimait bien. Bah oui, Varag. Ouais. C'est pour ça que je le dis. C'est la vérité. Et Bruges, souvent. Charleroi. Alors qu'il n'y avait pas de. Mehdi, il n'y avait pas de joueurs sélectionnables, mais bon, ça reste une autre histoire. Non, mais ça reste de la politique, c'est le football. Et je dis, je ne viens jamais voir l'Antwerp. C'est quand même pas normal, on est dans les 4 premiers. On s'était qualifié pour la finale de la Coupe, il ne vient jamais nous voir. Et là, je savais. Il ne m'a jamais appelé une seule fois alors que j'étais en Belgique. Il n'habitait pas très loin de chez moi. Surtout que ses adjoints, je les avais souvent au téléphone. Avec eux, on a gardé une très bonne relation. Mais qui n'ont jamais voulu se mouiller non plus par rapport à ses choix, mais qu'humainement, on avait une bonne relation. Et puis, voilà, ça fait partie du foot, même si c'est dommage que ça s'est arrêté comme ça. C'est quand même une relation assez importante à expliquer, parce qu'il ne te fait pas, à cause de lui, tu ne pars pas à Tottenham. Et puis, à cause de lui, tu ne pars pas à la Coupe du Monde. Ouais, tu fais juste, au final, un seul grand tournoi qui est la Coupe du Monde 2014, au final. Voilà. Et le fait que tu vois, là, il y a tous cette génération dorée, un par un, qui prennent leur retraite. Comment tu regardes ça? Comment tu vois ça? Ça fait bizarre, mais en même temps, ça devait arriver. C'est normal. Ça devait arriver. On a un peu maintenant, avec le nouveau coach qui est arrivé, Tedesco, où il a dû faire des choix. Après, je pense, justifié pour certains, peut-être un peu moins pour d'autres. Mais il doit aussi, à un moment donné, faire un renouveau. Il ne peut pas s'appuyer que sur des joueurs qui ont plus de 33 ans. Il faut un mix. J'ai toujours dit, il faut un mix des joueurs expérimentés de la plus jeune génération. Et on a la chance, je pense, où on ne va pas avoir un gros trou, comme on a eu une certaine période, une certaine époque, où la génération derrière a l'air d'être là. Ouais. On va voir si ça va suivre. Mais en tout cas, je pense qu'il y a du vivier. Donc, tu ne sens pas que la transition, il l'a faite un peu trop vite? Il a peut-être fait vite, mais je pense qu'il s'est peut-être dit c'est plus facile de le faire tout de suite, de couper, on va dire, la tête, que d'attendre, ou peut-être où il n'allait pas leur donner du temps de jeu, ou peut-être ça allait être compliqué de gérer émotionnellement. Il s'est dit, si je coupe maintenant, on va me poser des questions, mais si les résultats sont bons, ça va passer. Et en fait, c'est ce qui se passe plus ou moins avec certains joueurs. Après, je pense qu'avec
Axel, Driss, il y aurait eu, je pense qu'il y aurait au moins eu un peu plus de... Allez, le mot est dur, peut-être, mais plus de respect, je pense qu'il y aurait pu avoir. Mais je pense qu'il les a eu au téléphone. Mais voilà, des joueurs qui ont été autant d'années en équipe nationale, qui ont autant apporté pour le football belge, c'est un peu dommage que ça s'arrête comme ça. Et l'affaire Thibaut Courtois, tu en penses quoi? Pour moi, c'est difficile les deux, parce que je connais Thibaut, je connais moins le coach, mais je pense que ça doit rester en interne. Okay. Ça, c'est mon opinion. Que ce soit lui ou le coach, il n'y a rien qui devait sortir dans la presse pour moi. Il devait gérer ça en interne. Donc, tu n'es pas d'accord avec la déclaration de Tedesco? Non. Pour moi, il devait le gérer en interne, surtout que c'est ton joueur phare. Meilleur gardien du monde. Et tu dois gérer ça en interne. Que même si tu le sanctionnes, tu dis je te prends plus, mais ça ne doit pas sortir dans les médias. Ce que j'ai pas aimé non plus, c'est après l'interview de Timothy Castagne qui envoie derrière. Personne n'a compris. Ça, moi, j'ai été très honnête de Timothy. Après, même s'il a raison. Tu peux pas dire ça. Tu peux pas le dire parce que c'est un groupe. Et tu dois essayer de le gérer en interne. Tu peux l'appeler, tu peux parler avec lui. Il s'est excusé directement après, d'ailleurs. Et après, il fait un communiqué qui s'excuse. Exactement. Et c'est encore pire. C'est pire. C'est pire parce que alors là, tu te dis, on t'a tapé sur les doigts. Exactement. Quelqu'un t'a dit quelque chose. C'est encore pire. Et donc, mais bon. Et puis Courtois, c'est un cadre. Après, même Stein, c'est en train de devenir un cadre. Voilà. Oui, et puis, même si Thibaut, il a tort, on va dire à 100%, je connais même pas le fond de l'histoire parce que personne, je pense vraiment, sait exactement ce qui s'est passé. Tu dois respecter, quoi. Ouais. Et tu dois faire ça en interne, le gérer, l'expliquer au groupe. Voilà, il vient plus parce que vous savez ce qui s'est passé, mais ça reste entre nous. Le fin de l'histoire, ça reste entre nous. Et c'est mieux comme ça. Eh ben, on pourrait parler encore des heures. On a déjà dépassé le temps. 52 minutes. Tu parles. On n'a pas réussi, mais on est trop. On pourrait parler des heures, quoi. Parfois, il ne faut pas parler de tout, mais s'il y a des moments forts qui peut ressortir. Mais bien sûr, et c'est génial. Merci beaucoup de t'être confié à nous, en tout cas. J'espère que tu as apprécié le moment. C'était bien, on n'a pas tout partagé, mais bon, on n'a pas eu le temps. D'accord. Je reviendrai une deuxième fois. Voilà, je reviendrai une deuxième partie. Il y a tellement de trucs à dire, on aurait pu parler de plein de choses. Merci beaucoup, Nordine. Merci. En tout cas, moi, je ne te connaissais pas bien et franchement, il est très sympa. Belle découverte, je suis d'accord. Et on se revoit très vite pour un nouvel épisode d'Insiders.